Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Paul Klein, cofondateur de Quest for Change, réseau d'incubateurs de la région Grand Est, qui lance un hackathon, un marathon d'innovation dédié à la bioéconomie. Notre débat, il portera sur les enjeux de la COP 29 qui se tient depuis le 11 novembre à Bakou. Quels enjeux pour les entreprises? Faut-il se préparer à un monde à plus 3 ou plus 4 degrés? Fallait-il boycotter cette COP azerbaïdjanaise? On répondra à toutes ces questions tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez les vélos reconditionnés de Mint Bikes. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Paul Klein. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Quest for Change, réseau d'incubateurs de la région Grand Est. On va commencer par ça. Depuis quand il existe? Quelles sont ses missions? Oui, merci. Donc, je suis directeur adjoint effectivement de Quest for Change, qui est un réseau d'incubateurs de start-up dans le Grand Est, donc, dont le métier consiste à accompagner des projets de création et de développement d'entreprises innovantes sur le territoire régional. Ouais. Donc, il est composé de 7 incubateurs, bientôt 8, dont 5 territoriaux, donc, qui ont pour mission d'accompagner des projets qui s'inscrivent sur leur territoire de référence, à Reims, Charleville-Mézières, Épinal, Metz, et puis le 5e incubateur qui est Semia, le doyen d'entre eux, qui couvre Mulhouse et Strasbourg, donc sur la région alsacienne. Et alors un nouvel incubateur qui va nous amener au cœur de notre débat, puisqu'on va parler de bioéconomie. C'est quoi cet incubateur et c'est quoi la bioéconomie? Alors la bioéconomie, techniquement, c'est l'économie de la valorisation de la biomasse, donc on en a parlé, la matière organique, donc la matière créée par des organismes vivants. Et donc la bioéconomie est un pilier de l'économie régionale du Grand Est. Et on s'est rendu compte à l'échelle des 270 projets qui sont actuellement en incubation au sein du réseau Quest for Change qu'il y avait matière à créer une dynamique spécifique sur cette verticale-là, en créant une structure qui a vocation à renforcer l'accompagnement des projets qui s'inscrivent dans les thématiques de la bioéconomie. Et donc il s'appelle Quest for Bioéconomie, effectivement, qui sera lancé le 29 novembre prochain. Le 29 novembre, c'est aussi le point de départ, le démarrage de ce hackathon qui est organisé à Reims, hein, c'est ça? Exactement, le Bioécocamp. Alors, c'est quoi un hackathon déjà? Alors, un hackathon, c'est un marathon d'innovation pendant 48 heures qui rassemble des étudiants et des professionnels de manière à les faire travailler sur des solutions innovantes pour les amener jusqu'à un stade de prototype qui va être présenté à un jury constitué d'experts de la bioéconomie. C'est pas le premier que vous organisez? Si. C'est le premier. Qu'est-ce que vous en attendez? On attend que ça crée une dynamique, si vous voulez, pour stimuler des velléités d'innovation sur le territoire. C'est une initiative, certes, qui est portée par Quest for Change, mais qui est organisée dans le cadre des pôles universitaires d'innovation, portés par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Et l'objectif de ce dispositif, c'est de pouvoir faire émerger des projets de création d'entreprises innovantes qui, par la suite, pourront être accompagnés par l'écosystème des partenaires du PUI, dont Quest for Change fait partie. Alors, cette bioéconomie, est-ce que, donc, j'ai bien compris de quoi on parle, mais j'ai du mal à voir les innovations et ensuite les applications. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des pistes? J'étais sûr qu'on serait amené à parler d'exemples. Alors déjà, la bioéconomie, elle a 2 piliers, pour être bien clair. En tout cas, dans la définition qu'on la prend, la première, c'est toutes les innovations au service de l'agriculture plus durable. Donc dedans, vous allez trouver des agroéquipements innovants, vous allez trouver des intrants innovants, vous allez trouver aussi des solutions numériques au service du pilotage des exploitations agricoles. Le deuxième pilier, il est là plus en lien avec la définition que je vous ai donnée, qui est la valorisation de la biomasse, et donc toutes les innovations au service de l'optimisation de la valorisation de la biomasse. Et vous allez retrouver là des innovations au service de l'alimentation durable. Vous allez aussi retrouver des innovations au service de nouveaux biomatériaux, de bioénergie et également de tout ce qui est biochimie. Et donc, donc ça, ce sont les principes. Ce réseau d'incubateurs, il a déjà accompagné un certain nombre d'entreprises ou d'innovations dans ces domaines-là? Exactement. Donc, on a plus de 40 projets qui s'inscrivent dans ces thématiques-là. Pour vous donner quelques exemples, si je prends le premier pilier que je vous ai décrit sur l'agriculture durable, on va retrouver des projets sur le refroidissement des mous, par exemple, pour la filière viticole, sans consommation d'énergie. On va retrouver des projets sur la cartographie de
la forêt, de manière à pouvoir estimer son état de santé et surtout la biomasse sur une parcelle donnée. Oui. Et puis, côté de la valorisation de la biomasse, on va retrouver des projets qui ont des capacités de production de microalgues multipliées par rapport aux solutions existantes. On va retrouver des solutions de dégradation de plastique liées à des enzymes issues de la salive du ver de papillons. On va retrouver des alternatives au cuir, réellement alternatives au cuir dans le sens sans aucun produit pétrosourcé. Voilà. Et si je prends un dernier exemple... C'est ultra varié. Oui, c'est ultra varié. C'est là où on fait un travail passionnant, c'est qu'on est au contact d'une grande diversité de projets et d'entrepreneurs. Le dernier exemple que vous vouliez donner, c'était quoi? C'est tout simplement une solution qui permet de faire des pellets pour le chauffage à base de bois non forestier. Ouais. Voilà. Et là aussi, à chaque fois, il y a des technologies innovantes qui sont derrière tout ça. Alors, vous nous le disiez, l'un des piliers, c'est donc c'est une forme de soutien à l'agriculture durable. On est dans une période où l'agriculture est en crise, il y a des manifestations, il y a des manifestations notamment contre l'accord de libre-échange qui doit être signé avec les pays du Mercosur, les pays sud-américains. Et puis, il y a aussi des critiques sur les réglementations environnementales européennes, etc. etc. Comment vous recevez cette inquiétude de ce secteur que vous soutenez finalement? Alors, les inquiétudes, elles sont compréhensible. Effectivement, on est dans un schéma où le monde agricole est tenu de produire dans un jeu de contraintes qu'il ne maîtrise pas. Ouais. Nous, notre enjeu, c'est de faire émerger des solutions qui vont l'aider à assurer cette transition vers une agriculture plus durable, durable au sens évidemment environnemental du terme, ouais. mais durable au sens aussi économique du terme, ouais. Ce qui permet aussi d'avoir une filière qui a des exploitations j'allais dire économiquement plus florissantes ouais. et plus faciles à transmettre. Et ça, c'est tout l'enjeu de l'agriculture qu'on ouais. essaye d'adresser au travers de ces solutions. Surtout qu'il y a un renouvellement de génération là, qui se prépare et qui est vraiment important. Donc la transmission, ça va être un enjeu majeur. Il sera nécessaire et ouais. on se rend compte que justement ce renouvellement de génération que vous évoquez, ouais. il est le bon moment pour introduire des changements de pratiques et des innovations au sein de l'agriculture. Ouais. Mais il y a quand même... Est-ce que vous sentez quand même qu'au sein de ce... Voilà, effectivement, il y a une nouvelle génération qui veut faire les choses différemment, on pourrait dire ça comme ça, mais qu'il y a aussi un peu de frein, vous voyez ce que je veux dire, une partie du monde agricole qui dit on a trop de contraintes, c'est pas possible, des injonctions contradictoires, il faut appuyer sur le frein. En fait, les freins, ils peuvent s'expliquer par le fait que l'intégration d'innovation dans l'agriculture, en fait, prend du temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime. D'abord parce que la R&D, la recherche et le développement, nécessitent des cycles longs. On est sur des essais qui nécessitent forcément d'être sur plusieurs années. Et ensuite, l'intégration dans les pratiques nécessite aussi plusieurs années. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à minimiser. Mais oui, l'intégration des innovations prend du temps dans l'agriculture. Et donc, effectivement, on est sur des cycles longs où on va passer par des étapes transitoires où on va avoir des agriculteurs pionniers, on va les appeler comme ça, qui ouais. vont pouvoir faire la preuve de concept technico-économique d'une innovation pour ensuite démontrer à ses pairs que ça fonctionne et que ça peut aller plus loin. Ouais. Et ensuite, il y a un certain nombre de structures, les chambres d'agriculture, des centres techniques d'innovation qui sont en capacité ensuite de prendre le relais de ces innovations. Je pense aussi aux expertises qui sont portées par les coopératives qui jouent ouais. un rôle très important là-dedans. Et donc, c'est pour sensibiliser le monde agricole au fait que certaines pratiques sont possibles et intégrables dans leur pratique. Je reviens à ce hackathon, ce marathon d'innovation organisé à Reims. Cette région Grand Est, elle a des particularités dans le domaine justement de l'impact, de la recherche d'un impact positif ou de la réduction des externalités négatives? Alors, elle a beaucoup de choses à dire et elle a une ambition surtout, c'est d'être une région de référence à l'échelle européenne en matière de bioéconomie. Le Conseil régional du Grand Est mène beaucoup d'actions dans ce sens. Il y a le mois de la bioéconomie qui se déroule maintenant chaque année en septembre et qui rassemble beaucoup d'actions. On a une région qui a d'abord un département économie du vivant qui s'est structuré au sein de cette structure. On a le club des startups de la bioéconomie du Grand Est qui a été lancé également fin août à l'initiative du président de région Franck Leroy. Voilà, on a une ambition sur cette région, des contrats de filière et il se trouve qu'elle a aussi des filières fortes agricoles. Évidemment la viticulture avec la Champagne et l'Alsace. Vous avez évidemment la sylviculture avec la forêt et notamment les Vosges. Et puis vous avez les grandes cultures avec des acteurs importants, notamment des grosses coopératives. Ouais. Donc oui, il y a des atouts
pour faire venir des projets et être un terrain d'expérimentation, si vous voulez, pour ces projets dans le Grand Est. Ouais. Et dernière question, là on s'est concentré sur la bioéconomie, mais dans d'autres secteurs d'activité, il y a aussi une volonté de pousser comme ça les innovations? Oui, alors en fait, Quest for Change, c'est un réseau, comme je le disais, de 7 incubateurs, bientôt 8, dont 5 territoriaux. Donc il y a déjà 2 incubateurs thématiques qui existent. Quest for Health, qui a été créé en 2022 et qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à toutes les innovations dans le domaine de la santé. D'accord. Biotech, Medtech, e-santé. Ouais. Et Quest for Industry, qui a été lancé l'année dernière et qui s'adresse à toutes les innovations au service de l'industrie ou tous les projets qui ont un projet de production d'un produit ou un service. Merci beaucoup, Paul Klein. À bientôt sur Be Smart for Change. Et bon, hackathon, donc c'est du 29 novembre au 1er décembre à Reims. Exactement, il est encore temps de s'inscrire. Et ben voilà, on passe à notre débat. Que peuvent attendre les entreprises de la COP 29 à Bakou? La COP 29 se tient jusqu'au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Que peuvent en attendre les entreprises? On en débat avec Caroline Néron. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice générale d'Impact France. Olivier Muller, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur du département développement durable et changement climatique chez PwC France et Maghreb. La COP, c'est un rendez-vous annuel de gouvernance internationale autour des enjeux climatiques. D'ailleurs, il y en a pas beaucoup, donc on peut déjà se réjouir de ça, que ça existe, qui s'adresse d'abord aux États. Mais pourquoi il est aussi important ce rendez-vous pour les entreprises, Caroline Néron? Déjà, ce qu'on peut observer, et puis quand on discute un peu avec les vieux de la vieille, on va dire les historiques qui sont engagés sur ces enjeux de transition écologique, c'est que c'est vraiment nouveau. Hein, il y a des années, certains m'en parlaient il y a pas longtemps, en 99, il n'y avait pas une entreprise. Ouais. Aujourd'hui, on a des entreprises très différentes, sur des secteurs très différents, et d'ailleurs de tailles différentes, qui viennent avec des grandes délégations. Elles y viennent parce que c'est un moment finalement de convergence et d'alignement des objectifs pour essayer de voir comment, au niveau international, donc sortir aussi de sa bulle, comment ces questions sont appréhendées et quels vont être les nouveaux consensus sur lesquels elles peuvent s'aligner. L'enjeu des entreprises, c'est pouvoir se projeter avec avoir une vision la plus juste et avec des perspectives les plus stables possibles. Ouais. Alors, elle se déroule en Azerbaïdjan, qui n'est pas la plus grande démocratie du monde et qui est un pays largement producteur et exportateur d'énergie fossile. Est-ce que ça faisait de bonnes raisons pour la boycotter? Il y a pas mal de chefs d'État ou de gouvernement qui n'y sont pas allés. Certains boycottent ou certains envoient leur ministre. Il fallait boycotter. Moi, je pense qu'il fallait y aller. Finalement, la COP... à quoi ça sert? Une COP, à quoi ça sert? Aujourd'hui, les engagements des COP, par exemple, ne sont pas contraignants. Donc, on peut se poser la question. Et en même temps, on peut se dire que quand on a signé les accords de Paris, la perspective de réchauffement, c'était 4,5 degrés. Aujourd'hui, c'est 3,2. Si tous les États mettent en place ce qui a été décidé dans les COP, on arrivera à 1,8. Donc, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même des endroits où se fait un consensus, une prise de conscience planétaire qui est vraiment essentielle. Après, la question, c'est celle du retrait et du risque du retrait plutôt. Trump est déjà parti. Les États-Unis sont revenus, donc ils vont sûrement repartir. Oui, il a déjà annoncé. Ça peut prendre un peu de temps, mais bon, en tout cas, il va le faire. Et le risque, c'est plutôt que d'autres pays se désengagent. Et la question qui se pose, c'est celle aussi du leadership possible, assumé, et qui va jusqu'au bout, des leaders européens, qui sont, il faut le dire, pour de multiples et différentes raisons cette année, peu nombreux. Oui, c'est ça. Cette COP qui est donc organisée pour la 3e année consécutive dans un pays producteur exportateur d'énergie fossile, puisqu'il y avait eu l'Égypte et les Émirats arabes unis avant l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous y voyez un paradoxe, Olivier Muller? Alors effectivement, et même la prochaine, c'est au Brésil, qui est également un gros pays producteur de pétrole. En fait, on est tous partis du problème, on est tous partis de la solution. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc même en Azerbaïdjan, on peut essayer de discuter de ces sujets parce que c'est là où il y a le gros potentiel d'amélioration. Vous parliez des entreprises présentes, c'est vrai que les entreprises ou les lobbies des énergies fossiles sont très présents au COP. Et certains le critiquent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence avec vous, Olivier Muller, et je vous poserai la même question, Caroline. Alors, je pense que voilà,
on est tous en fait autour de la table parce qu'on est tous consommateurs d'énergie à différents titres. Alors les producteurs d'énergie, les producteurs de pétrole ont tous aussi des moyens d'amélioration de leur chiffre d'affaires, de décarboner finalement leur chiffre d'affaires. Et je pense il faut les mettre autour de la table. On ne peut pas faire sans eux quand on discute de ce genre de sujet. Ouais, c'est du pragmatisme. Votre avis? C'est vrai que le président Dixon, qui vient de demander à corps et à cri à Trump de rester dans les COP, ça peut faire un petit peu sourire. Oui. Et en même temps, il y a un enjeu global de rééquilibrer ces enjeux de lobbying. C'est-à-dire qu'en fait, on puisse avoir tout le monde autour de la table, mais tout le monde à égalité. Et donc, c'est ça, le travail qu'on fait en musclant aussi la parole d'entreprises qui sont hyper preneuses, qui soutiennent la transition, qui le font très concrètement et qui ont des choses à dire sur la capacité d'aligner les enjeux économiques et les enjeux écologiques. Et c'est ce que porte évidemment le mouvement Impact France. Je reviens au constat, Olivier Muller, PwC vient de dresser une sorte d'état des lieux de l'économie mondiale sur ces enjeux environnementaux. Le dépassement du seuil de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, il est déjà acté. À quoi on doit se préparer? Est-ce qu'il faut se préparer à une économie à plus 3? Vous évoquiez ces chiffres-là, plus 3, plus 4 degrés. Alors effectivement, oui, sans doute, parce que le constat qu'on fait année après année, c'est que, et c'est en soi une bonne nouvelle, l'économie se décarbone. C'est-à-dire qu'on émet de moins en moins de CO2 pour 1 milliard de dollars de PIB produit. Néanmoins, cette vitesse de décarbonation n'est pas assez rapide. En fait, il faudrait aller beaucoup plus vite pour rester sur une trajectoire 1,5 degré. Et dans notre étude, effectivement, on s'aperçoit que là, c'est vraiment compliqué, voire impossible. Mais par contre, on a toujours cet objectif de 2 degrés qui semble encore atteignable. Pardon, je vous interromps, mais pour atteindre, pour rester sur cet objectif, celui des accords de Paris de plus 1,5 degré, il faudrait décarboner, c'est 20 fois plus vite que ce qu'on fait actuellement, 20 fois plus vite. Okay, donc 20 fois plus vite, pas 20%, 20 fois plus vite. Donc c'est inatteignable. C'est inatteignable et chaque année, voilà, il faudrait le maintenir ce rythme-là jusqu'en 2050 au moins. Donc en fait, c'est très compliqué. Mais ce qu'il faut quand même dire en contrepoint, c'est que chaque tonne économisée, c'est toujours ça de prix. Donc on est sur un chemin et il faut continuer. Plus 4 degrés, c'est bien pire que plus 3 et plus 2, c'est bien mieux que, bien sûr. que plus 3. Et où se situe la France c'est aussi, on se compare aussi en termes de baisse des émissions carbone, on se situe où? Alors la France est le bon élève parmi tous les États qu'on suit effectivement d'année en année, puisqu'on a l'intensité carbone la meilleure en fait dans ce groupe-là. Et c'est aussi le cas de nos partenaires européens. En fait, l'Europe se distingue, est plutôt le bon élève de toutes ces économies-là. Et on est encore en phase d'amélioration. C'est-à-dire qu'on a encore, même si on est les meilleurs, on a encore des gisements de réduction. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a encore réduit notre impact l'année dernière par millions de dollars de PIB. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Je reste avec vous, Olivier Muller, de cette COP. Un objectif quand même... Je le disais, il y a peu d'organes comme ça de coopération internationale qui sont comparables à ces COP. Il y a des échos plutôt pessimistes là, sur la capacité à parvenir à un accord. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a l'enjeu des pertes et dommages, la solidarité nord-sud. Et puis il y a qu'est-ce qu'on se donne comme objectif? Est-ce qu'on peut encore être ambitieux d'après vous? C'est-à-dire se dire on va arriver à un plus 2 ou à un plus 2,5? En fait, cette COP-là est une COP intermédiaire. C'est surtout la COP prochaine qui sera là pour rehausser l'ambition. D'accord. Cette COP-là, elle a comme objectif de faire le point et d'améliorer le financement. Et je crois que c'est vraiment ça, la solidarité internationale, pour essayer de trouver comment les pays développés peuvent inspirer et soutenir dans leur effort les pays en développement. Ouais. Caroline Néron, le fait d'avoir un objectif fixé par un groupe de pays le plus large possible, qu'est-ce que ça offre aux entreprises? Pourquoi c'est important aussi pour les entreprises? C'est majeur. C'est majeur parce que ça permet de se positionner. Ça permet de savoir qu'est-ce qui est attendu de moi. Et d'ailleurs d'avoir des objectifs internationaux, des objectifs européens, des objectifs français, voire des objectifs locaux aujourd'hui. Chaque niveau est important pour savoir comment les entreprises, elles s'intègrent finalement dans cette dynamique globale qui est un triangle, le citoyen, l'entreprise et les États. Ça permet aussi de positionner comment... on va pouvoir faire du win-win, du gagnant-gagnant entre les acteurs publics et les acteurs privés. C'était très bien dit. À partir du moment où notre objectif supposerait qu'on fasse x20.
Pourquoi c'est un objectif? C'est aussi que le coût de l'inaction est majeur. Majeur pour les États, majeur pour les entreprises et sûrement majeur pour les citoyens également. Socialement, ça sera des drames. Donc, la capacité de pouvoir avoir un alignement sur des objectifs et une perspective commune sur les investissements qu'on doit y faire des deux côtés, public-privé, et donc d'avoir un partenariat, de nouveaux contrats public-privé sur ces objectifs, ça permet aux entreprises de se projeter dans l'avenir, d'évaluer leur juste mesure de leurs engagements et de leurs efforts, et de savoir que potentiellement elles pourront en tirer aussi un équilibre économique associé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la compétitivité des entreprises, c'est très important. Certaines voient leur compétitivité potentiellement grévée par leurs engagements. Ouais. Et du coup, la question de est-ce qu'on veut garder l'Europe champion de l'écologie, mais peut-être gréver son économie, c'est exactement une question qui se pose en ce moment, qui est débattue. Le président tchèque à la COP dit il faut revoir nos objectifs à la baisse. Le président bulgare dit moi je pensais que c'était pas possible, mais finalement économie et écologie ça marche ensemble. Donc, voilà, on est en plein débat en ce moment sur cette question. Avoir des objectifs permet de montrer que finalement l'investissement des uns peut être soutenu par l'investissement des autres. Ouais. Et donc très concrètement, par exemple, soutenir massivement l'innovation écologique, ce qui est massivement soutenu par les États. Aujourd'hui, c'est 9 milliards d'investissements, par exemple, en France, permet de se dire, je vais avoir un alignement économique sur ces investissements d'avenir, parce que je vais être mieux soutenu par les acteurs publics pour le faire. Ouais. Mais alors justement, Olivier Muller, le fait que l'Europe soit... on peut sans doute le dire, le continent le plus exigeant ou le mieux disant. On va peut-être parler de la directive extra-financière, la CSRD par exemple. Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Comment c'est perçu? Est-ce que c'est un boulet? Est-ce que c'est un atout? Ça a été longtemps vendu comme un atout, et puis là on commence à entendre cette petite musique, effectivement, attention, on va trop loin, c'est un boulet. Votre avis là-dessus? En fait, on aura de plus en plus besoin d'énergie. Ça, c'est un fait qu'on constate aussi chaque année. Donc, on aura besoin d'énergie. La question, c'est comment en consommer le moins possible. En soi, l'Europe est plutôt bien placée de ce point de vue-là. Et je pense que dans une époque où l'énergie va coûter de plus en plus cher, c'est plutôt un atout d'être efficace en énergie. Alors, effectivement, dans d'autres pays, pour l'instant, l'énergie peut être considérée comme moins chère. Mais le fait d'être efficace ne sera qu'un atout dans le futur. Ouais. Sur la CSRD, Caroline Néron, c'est vrai ce que vous veniez d'expliquer. C'est-à-dire, la COP, elle est importante, c'est important d'avoir un objectif pour qu'on puisse s'aligner public-privé et peut-être aussi se comparer. La CSRD, ce bilan extra-financier qui s'applique déjà aux très grandes entreprises et puis qui va s'appliquer petit à petit jusqu'aux PME cotées et même par capillarité à toutes les entreprises, ça vous semble un levier important ou alors il est trop compliqué? C'est un peu les deux. Ouais. C'est un levier important d'avoir des référentiels qui permettent d'aligner justement toutes les entreprises et de pouvoir montrer leurs engagements pour qu'elles puissent le valoriser, qu'on puisse le comparer. C'est très important. Déjà, ça permet d'éviter le greenwashing. Ça permet d'aligner des politiques publiques, donc étatiques. Ça permet aussi d'aligner les engagements des financeurs. Donc, d'avoir une base commune, c'était la base. Et par ailleurs, encore une fois, ceux qui reviennent de la COP, mais plutôt biodiversité, qui était en Colombie, nous disent que ça tire tout le monde vers le haut. Parce que les multinationales, elles sont présentes en Europe, donc elles sont obligées de s'y soumettre. Et finalement, ça tire les réglementations beaucoup plus globalement que ce qu'on pense. Après, la question de comment on le fait, comment c'est efficace, parce que comment c'est pas un rapport qui fait 40 000 pages, mais comment on peut faire plus simple, plus concret, encore plus facilement comparable, ça on a des idées et on aurait pu y arriver. On peut améliorer ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Jules Thévenot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de Mint Bikes. Vous l'avez créé en 2021 avec Rodolphe Cadar. Et avec quelle idée? Revenons au départ. Donc l'idée pour nous, c'était de rendre plus accessible et plus durable le vélo haut de gamme. Donc très simplement, on voulait répondre à un problème qui était que les vélos électriques et les vélos haut de gamme étaient de plus en plus chers. Ouais. Donc aujourd'hui,
Un vélo de gamme, ça vaut à peu près 5 000 € en moyenne. Et qu'en parallèle, quand on voulait acheter un vélo d'occasion, on se retrouvait sur Le Bon Coin à échanger 3 000 € en espèces avec un particulier qu'on ne connaissait pas sur un parking. Et donc nous, on a voulu répondre à ce problème avec une proposition de valeur très simple. C'est des vélos en moyenne 2 000 € moins chers que des vélos neufs. Des vélos qui permettent d'éviter de produire du CO2, donc c'est 113 kg d'équivalent CO2 évité par rapport à un vélo neuf, et une qualité garantie plus un service par rapport à ce qu'on retrouve sur Le Bon Coin. Donc vous achetez des vélos, vous les reconditionnez, vous les revendez, c'est ça le principe de base. À qui vous achetez vos vélos? Parce que voilà, quand on est dans un modèle économique, j'imagine qu'il faut quand même en produire et en revendre pas mal chaque mois. Ouais, exactement. Donc nous, c'est un modèle qui est inspiré d'Aramis Auto, donc comme vous l'avez dit, achat, reconditionnement, vente, et on achète aux particuliers et aux professionnels. Donc les professionnels, ça peut être des boutiques de vélos, c'est comme des garages automobiles qui, quand vous allez acheter un vélo neuf, vont vous proposer de racheter votre vélo d'occasion, et on se positionne derrière pour le racheter. Des loueurs ou encore des gens qui font de la LLD. Donc nous, on va racheter des flottes d'occasion en fin d'année, en fin de saison. Et vous en reconditionnez combien par mois? Alors en ce moment, on est sur un volume d'environ 300 vélos par mois. D'accord. Pourquoi vous vous êtes positionné sur le haut de gamme? Parce qu'il y a effectivement une offre qui est... Et c'est super, parce que la France passe de plus en plus au vélo. Pourquoi ce choix? Alors, il y a déjà une raison économique. C'est que, basiquement, quand on a un vélo à 50 ou 100 € de Décathlon, simplement le rapatrier dans l'entrepôt coûte plus cher que la valeur du vélo. Donc, on ne peut pas réparer ces vélos-là. Il y a une deuxième raison qui est justement la réparabilité, la durabilité des vélos bas de gamme. En fait, c'est très très dur à réparer. On parle de pièces chinoises et donc il n'y a pas de durabilité dans les vélos bas de gamme. Et la troisième raison, elle est basique, c'est que en fait, quand on est sur un bon vélo, on en fait plus. On pratique plus. Et donc, on va être en meilleure santé. On va participer plus activement à sauver la planète que quand on a un vélo bas de gamme où on est moins à l'aise. Oui, d'ailleurs, vous dites, notre mission, c'est de sauver la planète à notre échelle, aider les gens à être en meilleure santé. Est-ce que, d'une certaine façon, vous faites aussi de la sensibilisation à la pratique du vélo? Est-ce que vous considérez que ça fait partie de votre job d'entrepreneur? Oui, bien sûr, ça fait partie de notre métier, ça fait partie de notre mission. On veut démocratiser l'utilisation du vélo, justement par l'accessibilité, par des prix qui sont peu chers, par de la vente en ligne. Et donc oui, c'est notre métier. Vous avez annoncé il y a 1 an une levée de fonds de 3 millions d'euros. Peut-être quel partenaire pour commencer? Et puis on parlera des ambitions qui sont liées à cette levée de fonds. Donc nous, on a levé 3 millions d'euros avec Blast Club, qui est fondé par Anthony Bourbon, MTF, qui est le family office du groupe Manutan, et avec des partenaires bancaires en parallèle, comme la BNP ou CIC. Et évidemment, soutenu par, je pense, le principal investisseur en France, la BPI. La BPI, évidemment. Là, on active, du coup, on est en train de préparer une seconde levée de fonds de 4 millions d'euros qui se fera avec nos partenaires historiques et avec des nouveaux partenaires. Et avec quelle stratégie? Avec quelle stratégie? Donc une stratégie pour nous qui est simple, c'est consolider notre industrialisation et notre digitalisation. Nous, il y a encore 12 mois, on était à un stade qui était le bricolage. On n'avait pas d'entrepôt, pas d'atelier. Je ne vais pas être vulgaire, mais c'était un peu avec notre bite et notre couteau, quoi. Vous l'avez dit. Et depuis qu'on a levé des fonds, on s'est mis en phase d'industrialisation. Donc, on a créé la première ligne de reconditionnement de France. On a investi dans des nouveaux outils technologiques. Et l'idée, ça va être de consolider, de renforcer justement cette industrialisation et cette digitalisation pour aller chercher une place de leader en France. Dernière question, totalement de curieux, il y a plus de demandes pour les vélos électriques, clairement, ou pas forcément? Non, pas forcément. Nous, aujourd'hui, c'est 50-50 pile poil. On vend 50% de vélos musculaires, 50% de vélos électriques, et ça correspond à peu près à ce qui se fait en volume de vente sur le marché du neuf, et ce qu'on retrouve sur Le Bon Coin. Merci beaucoup Jules Thévenot et bon vent à Minbikes. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change, la chaîne des audacieuses et des audacieux. À très vite.